lendemain de l'opération antiterroriste à Rayongo, les premiers éléments de l'enquête sont disponibles. Le procureur du Faso a dévoilé les noms et les identités des présumés terroristes. Le cerveau s'appelle Abdoulaye Sawadgo, alias Abdallah. Plus de précisions à suivre dès le début de ce journal. Dans ce journal également, le constat dans quelques services de santé au premier jour de la grève décrétée par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Le service minimum est assuré dans certaines formations sanitaires à Ouagadougou. Mais qu'en est-il de la situation sur l'ensemble du pays? C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité. Nous recevons dans ce 20h la secrétaire générale du ministère de la Santé. À l'étranger, la situation de la maladie à virus Ebola à RDC inquiète l'Organisation mondiale de la santé. La campagne de vaccination lancée lundi est rendue difficile par une croyance mystique autour de la maladie. L'OMS craint un basculement épidémiologique du virus Ebola en RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, les identités des présumés terroristes qui ont été mis hors d'état de nuit dans l'opération d'hier à Rayongo sont connues. Il s'agit de personnes de nationalité burkinabé et malienne. L'enquête a également permis d'établir un lien entre les présumés terroristes et les attaques du 2 mars dernier. Le procureur du Faso a animé une conférence de presse cet après-midi. Césaire Carrefour, Aboubakar Stayon. L'enquête ouverte par le parquet du procureur du Faso suite à l'opération d'interpellation de présumés terroristes au quartier Rayongo de Ouagadougou a permis d'identifier les 3 personnes abattues par la gendarmerie ainsi que la personne arrêtée. Il s'agit de 2 individus de nationalité burkinabé et de 2 autres de nationalité malienne qui habitaient la mini-villa depuis le 10 mai 2018. Les burkinabés du nom de Ouedraogo Youssouf et Sawadogo Abdoulaye alias Abdallah ont été abattus. La 3e personne abattue, de nationalité malienne, se nommerait Sandra Malik. La personne interpellée, de nationalité malienne également, s'est présentée sous le nom de Cissé Mohamed. Selon le procureur du Faso, les présumés terroristes projetaient une attaque dans la capitale burkinabé courant juin 2018 contre des cibles importantes. Le cerveau du groupe est le burkinabé Savadogo Abdoulaye alias Abdallah, impliqué également dans bien d'autres attaques terroristes au Burkina. Savadogo Abdoulaye alias Abdallah est impliqué dans l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de Samorouguan du 9 octobre 2015. Il fait aussi partie du groupe de terroristes démantelé dans le quartier de Kilouin le 23 octobre 2016. L'enquête révèle également un lien entre les occupants de la villa et les assaillants des attaques terroristes du 2 mars 2018. Les enquêteurs ont retrouvé dans la mini-villa la plaque d'immatriculation de la moto utilisée dans l'attaque de l'état-major général des armées le 2 mars dernier. Ils y ont également saisi une plaque d'immatriculation qui renvoie à un véhicule aux caractéristiques identiques à celui qui a explosé au sein de l'état-major. L'enquête ouverte par le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes permettra de déterminer les circonstances dans lesquelles le marshal des logis-chefs, Ouedraogo François Dessalles, a trouvé la mort. Dans l'actualité également, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale observe une grève de 48 heures depuis ce mercredi matin. Le SYNCHA exige la satisfaction de sa plateforme revendicative. Malgré ce débrayage, les patients bénéficient d'un service minimum au niveau des formations sanitaires. Les responsables du ministère de la Santé en ont fait le constat ce matin à Ouagadougou. Rocher Kam, Abdelaziz Yagibou. Une délégation du ministère de la Santé en tournée dans les centres hospitaliers de Ouagadougou. Cette visite de terrain vise à prendre le pouls dans les hôpitaux en cette période difficile marquée par la grève du SYNCHA. Le ministère de la Santé a pris un certain nombre de dispositions pour assurer un service minimum, notamment à travers les réquisitions et sans oublier également que le personnel de service
et santé des forces armées nous accompagne également dans ce sens-là. Du CHI Yalgado Ouedraogo à l'hôpital du district de Pissi, en passant par l'hôpital du district de Bogodogo, les agents de santé assurent les soins aux patients dans les services visités. Nous avons pu constater effectivement que le service minimum est assuré par un personnel engagé. Et Landry Yen de lancer un appel à l'endroit du Sincha. Le Sincha est en grève malgré les discussions qui sont en cours. Le dialogue n'a pas été rompu. Alors nous lançons un appel aux membres du Sincha, aux responsables du Sincha, afin qu'ils nous reviennent sur la table de négociation, afin que nous puissions trouver une issue heureuse à cette grève-là. Les statistiques relatives à cette grève sont en cours de compilation et seront disponibles dans les heures à venir, selon les responsables du ministère en charge de la Santé. Voilà, et pour parler de cette situation de grève au ministère de la Santé, nous recevons la secrétaire générale de ce ministère, Madame Francine Ouedraogo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on a vu dans le reportage, le service minimum est assuré au niveau de Ouagadougou, mais qu'en est-il des autres localités à travers le pays? Est-ce que vous savez la situation d'ensemble? Ok, merci. Avant tout propos, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, nous voudrions présenter nos sincères condoléances à la famille du MDL, François de Sall Ouedraogo, et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés lors de l'opération antiterroriste à Rayongo et qui sont actuellement pris en charge dans les structures de santé dans notre pays. Effectivement, ce matin, une équipe du ministère de la Santé a fait le tour dans les hôpitaux de la ville de Ouagadougou et dans quelques structures de soins au niveau des districts et des CSPS. Le service minimum est assuré, comme bien sûr les images que nous venons de voir le prouvent. Maintenant, de façon générale sur l'ensemble du pays, au niveau des régions, des hôpitaux de région, quelle est la situation actuelle? Nous avons fait le point avec les directeurs régionaux de santé, avec les DG des hôpitaux de région. Le service minimum est assuré de façon globale dans les structures de soins. C'est vrai que la participation à la grève varie d'un établissement à un autre, mais cela est différent. Taux de participation à la grève ne veut pas dire que le service minimum n'est pas assuré. Donc là, réellement, nous pouvons rassurer que nous sommes en train de compiler les données et d'ici quelques heures, on va faire une situation globale parce que ça évolue d'un moment à un autre. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux points de revendication qui sont à la base de cette nouvelle grève du Sincha? Oui, en effet, le Sincha a déposé le 9 mai un préavis de grève au niveau du ministère de la Santé et qui se décline en 8 points essentiellement. Le premier point, c'est par exemple, il souhaite que l'on annule simplement le relèvement de 18 infirmiers chefs de poste du district sanitaire de Puitenga de leurs fonctions. C'était des infirmiers chefs de poste. Alors, le dossier a déjà été discuté et nous sommes arrivés à cela parce que le poste d'infirmier chef de poste, c'est une fonction. Et comme vous le savez, les infirmiers n'ont pas été relevés de leur emploi, ils n'ont pas été licenciés. Donc, c'est des postes de confiance, c'est des postes où on doit quand même assurer une loyauté vis-à-vis de ceux que vous ont mis là-bas, assurer donc le minimum j'allais dire, de leadership pour amener la population à utiliser les services, ce qui n'était pas le cas là-bas. Donc, ce point a été donc l'objet d'une contestation assez forte, mais comme on le dit tout à l'heure, ils sont toujours des fonctionnaires de l'État, ils n'ont pas été licenciés. C'est une question de poste. Et il y a également, ils disent que le non-respect de leur droit d'exercer la grève, d'exercer leur liberté syndicale et notamment le droit de grève. Comme vous le constatez, nous ne les avons pas empêchés de faire leur grève. D'accord. Voilà. Donc, il s'agit donc de principalement ces 2 points plus de 6 autres points. Oui, on n'a pas le exactement. temps de revenir sur tous ces points de revendication. Alors, on a entendu dans le reportage que le dialogue n'est pas rompu avec le Sincha. Alors, où se trouve le problème alors? Le problème, c'est comment négocier pour que le Sincha
se rendent, j'allais dire, à l'évidence des efforts que le gouvernement fait. Le 6 mars passé, l'ensemble des départements ministériels, avec leurs chefs de département en tête, nous avons accompagné nos ministres et nous avons fait une réunion de suivi qu'on appelle la revue du protocole d'accord qui a été signé le 13 mars 2017. Alors, et cette réunion a effectivement été l'occasion de 9h jusque dans la nuit pour vraiment discuter. S'il n'y avait pas de dialogue, on n'aurait pas fait ça. Donc après, on a fait un point. Mais le SINCHA considère que le niveau, j'allais dire, d'accomplissement ou d'exécution, de mise en œuvre du protocole n'est pas satisfaisant pour eux. Si nous prenons 2 exemples simplement, oui, nous avons par exemple le répertoire interministériel des métiers de l'État qu'on appelle RIM, qui, lorsque l'on signait par exemple le protocole d'accord en 2017, n'était pas à la finalisation. Actuellement, nous sommes en train de finaliser cela. Donc ça, c'est une avancée. Quand on prend la loi sur la fonction publique hospitalière, ça n'existait pas quand on signait. Voilà. Donc c'est des avancées essentielles. Et effectivement, ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Pour vous dire que le dialogue n'est pas rompu, le 12 de ce mois, quand nous avons reçu le préavis, nous avons échangé avec eux. Ils sont venus au ministère, nous avons discuté et pour faire le point sur ça. Donc le dialogue est toujours ouvert et le gouvernement est là et je pense que le SINCHA comprend très bien que nous sommes là pour les écouter. Voilà, le dialogue donc n'est pas rompu. Merci Madame la secrétaire générale d'être passée nous entretenir sur la situation de grève qui prévaut au ministère de la Santé. Et dans la suite de ce journal, hier à l'Assemblée nationale, 2 membres du gouvernement étaient face aux députés pour répondre à leurs préoccupations. Ces préoccupations sont relatives aux investissements de la fête du 11 décembre et au bilan de la phase 2 du PNGT, le Programme national de gestion des terroirs. Pour David Bambara et Pascal Kani. À l'Assemblée nationale ce mardi, des ministres sont appelés à fournir de plus amples informations sur les actions du gouvernement. Le député Macias Ouedraogo de l'UPC veut comprendre comment le gouvernement gère et compte rentabiliser les investissements faits par l'État dans les régions dans le cadre de la célébration tournante du 11 décembre. Des investissements massifs que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qualifie d'emblée de rationnels. Tout n'est cependant pas rose. Simeon Sawadgo reconnaît que certaines infrastructures sont souvent vite dégradées après la fête. Il est aisé malheureusement de reconnaître aujourd'hui que la gestion de ces infrastructures connaît des fortunes diverses. En effet, la plupart des salles polyvalentes connaissent des problèmes de gestion parce que certaines collectivités territoriales ne sont pas véritablement appropriées ces infrastructures. Avec le ministre en charge de l'Agriculture, les députés Aoué de l'UPC souhaitent avoir un bilan de la phase 2 du Programme national de gestion des terroirs, un programme qui tire vers sa fin. Les résultats du programme sont fort intéressants. Ainsi, 7 mois supplémentaires ont été accordés au programme pour permettre une absorption intégrale des ressources financières du programme par les collectivités territoriales d'un montant de 5,5 milliards de francs CFA pour l'achèvement des différentes infrastructures. Cette prorogation de la date de clôture du projet avait également pour objectif de donner le temps nécessaire pour jeter les bases du processus de formulation d'un nouveau programme. Le nom proposé pour le nouveau programme est Programme national de développement rural décentralisé, PNDRD. De cette nouvelle formule du PNGT, les parlementaires disent attendre des actions d'envergure qui vont contribuer à booster le secteur agricole au Burkina Faso. C'est reparti pour les tournées du médiateur du Faso à l'intérieur du pays. Des tournées initiées dans l'objectif de rendre l'institution médiateur du Faso plus proche des Burkinabés. L'étape de la région du Nord a été marquée par une conférence publique au cours de laquelle Sara Sérémé a présenté l'institution qu'elle dirige à la population. Youssouf Kaboré et Moussaki. Le médiateur du Faso face aux populations de la région du Nord.
Saran Seré veut présenter son institution à cette partie du Burkina. Rencontre d'échange avec les citoyens, l'occasion pour le médiateur du Faso d'expliquer aux populations les missions de sa structure et de recueillir leurs préoccupations. Nous voilà dans cette belle cité du Naba-Kango pour que les populations puissent s'approprier l'instrument médiateur du Faso afin d'œuvrer à travers des résolutions conciliantes et non conflictuelles la défense de leurs droits, la défense de leurs intérêts. Les mésententes familiales, les procédures de saisine du médiateur du Faso, bref, l'auditoire expose une longue liste de préoccupations. Il exprime du même coup à son interface avec l'administration publique sa forte attente. Et ma préoccupation était de savoir si on saisissait en même temps la justice et le médiateur du Faso et qu'à l'issue, au niveau de la justice, est contradictoire à l'issue au niveau du médiateur du Faso. Qu'adviendrait-il de ce problème? Et j'ai été satisfaite de la réponse. J'ai fait confiance à l'institution et je poserai les problèmes au niveau des institutions et je poserai ma demande pour trouver des solutions aux problèmes. Le médiateur du Faso, Saran Seré, demande aux administrés de toujours privilégier le dialogue et la paix. Un avis partagé par les responsables coutumiers et religieux qui visitaient la veille ont apporté conseil et bénédiction à celle-ci pour la réussite de sa mission. Autre point de l'actualité, les techniques de récupération des sols dégradés ont produit des résultats encourageants dans la forêt classée de Bisga, c'est dans le plateau central. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique est allé constater ces résultats hier mardi. Il en a profité pour saluer la collaboration de la population riveraine dans la protection de l'environnement. Le point de la visite avec Konsun Koulibaly et Vincent Tchendrbego. Forêt classée de Bisiga dans le plateau central. Ici, la flore est de type sahélien, obtenue grâce à un processus de reboisement et à des techniques de récupération des sols dégradés. Bisiga fait partie en tout cas des réseaux de forêt classés, placés au niveau du nord du pays pour, dans le cadre pour constituer une barrière par rapport au climat, les changements climatiques que nous voyons aujourd'hui. Nestor Bassière n'est pas à sa première visite sur les lieux. Mais en faisant le tour ces jours, le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et des Changements climatiques se félicite des résultats des initiatives de protection de l'environnement dans cet espace. Je suis fier de ce qui a été fait. Quand on regarde le taux de réussite, on est au-dessus de 60%. Et déjà, pour moi, c'est beaucoup appréciable. C'est vrai, on aurait voulu atteindre 100%, ce qui n'est pas évident, dû également aux aléas climatiques. Mais le taux de 60%, à mon avis, est favorable. Et vous-même, vous constatez que c'était un sol pratiquement nu. Aujourd'hui, vous avez vraiment des herbes qui poussent. Ces résultats sont obtenus grâce à une bonne collaboration entre les techniciens de l'environnement et les populations riveraines. Leur contribution étant reconnue, ces collaborateurs villageois demandent à être soutenus par le département de l'environnement. En attendant, la direction régionale du plateau central de ce ministère reçoit un nouveau véhicule, ce qui doit lui permettre d'être encore plus opérationnel sur le terrain. Et dans le but de protéger l'environnement et surtout d'améliorer les rendements, les producteurs agricoles sont encouragés à produire et à utiliser de l'engrais bio. La formation est une étape nécessaire pour leur permettre de produire de l'engrais bio de qualité. À l'initiative de l'ALENA Batigré, 120 producteurs bénéficient d'une formation sur la production de ce type d'engrais. Amadou Ilboudo et Draman Guinée. Le Larlé Naba et ses partenaires en pleine démonstration de production d'engrais bio. Cette technique est ici vulgarisée au profit de 120 agriculteurs venus des 45 provinces du Burkina. Une première pour un privé. J'ai choisi d'accompagner le chef de l'État à travers le choix de 1000 paysans témoins, 1000 paysans modèles dans tout le Burkina, leur doter de fûts de 200 litres pour produire l'engrais bio, pour renforcer leur capacité de production et pour renforcer aussi leur santé et renforcer la santé de tous les Burkinabés qui vont désormais dans le temps manger bio. Ça va aider la population de mieux produire jusqu'au niveau de 50% plus de production et une production qui est plus saine pour eux, pour la consommation. Et une production aussi des engrais qui va réduire le coût parce qu'ils n'auront plus besoin d'acheter les engrais chimiques. La recette est simple. De la matière fécale ajoutée à n'importe quelle feuille verte, plus de la cendre, de la terre et de l'eau. La solution obtenue est gardée dans l'ombre et remuée régulièrement.
14 jours pour l'engrais liquide et 25 pour le solide. Au bout, c'est un fertilisant bio apprécié par le partenaire. C'est un bon projet. On voudrait aussi faire appel des autres bailleurs de fonds qui peuvent nous joindre, d'accompagner son élection de l'Arlé Nabatéké. Il travaille toujours pour la population, toujours pour le mieux-être de la population. Les stagiaires auront à faire peu de théorie et beaucoup de pratique dans ce champ de 133 hectares. Comment produire et comment utiliser l'engrais obtenu. Le projet du Larlé Naba est de faire connaître cette technique partout dans tous les hameaux de culture du Burkina. Dans l'actualité également, le BUMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, célèbre son 40e anniversaire. Les activités entrant dans le cadre de cet anniversaire vont se dérouler du 24 au 26 mai prochain. L'information a été donnée par les organisateurs qui ont organisé une conférence de presse lundi dernier à Ouagadougou. Le reportage d'Enyar Kiteda. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, BUMIGEB, va bientôt souffler sa 40e bougie. L'anniversaire se tient du 24 au 26 mai prochain, 3 jours pour célébrer 40 années de recherche au profit du secteur minier burkinabé. Des panels, des conférences, une exposition des résultats de recherche et d'équipements de travail sont entre autres les activités prévues lors de cette commémoration. Nous commémorons notre 40e anniversaire qui est un événement d'importance pour nous. Parce que nous tenons à sortir de notre discrétion légendaire pour faire connaître les résultats des recherches sur la géologie et les mines depuis 40 ans que nous existons. Le BUMIGEB, créé en 1978, offre des services géoscientifiques répondant aux besoins de promotion du potentiel minier du Burkina Faso. Elle répond aussi aux besoins spécifiques de l'industrie dans le cadre de leurs travaux d'exploration minérale. Lors de son passage à l'examen périodique universel le 7 mai dernier en Suisse, le Burkina Faso a accepté plus de 130 recommandations pour la promotion des droits de l'homme. Ces recommandations ont été portées à la connaissance des acteurs de la société civile au cours d'un atelier organisé ce 23 mai à Ouagadougou. L'atelier a été initié par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. Pawadrogo Janzongo, Nathalie Sawargo, Nabaloum. Sur 204 recommandations reçues lors de son 3e passage à l'examen périodique universel le 7 mai dernier en Suisse, le Burkina Faso a accepté 133 recommandations. L'État burkinabé se réserve par contre de donner son accord sur 33 recommandations et rejette 8 autres. Un certain nombre donc de recommandations qui ont trait par exemple à l'abolition de la peine de mort ou à d'autres questions sont en instance d'examen par l'État. Et l'État donnera sa position définitive donc, dans les prochains jours. Et nous notons aussi qu'un certain nombre donc, de recommandations ont été rejetées. Par exemple, les droits des personnes LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Le Royaume de la Belgique, partenaire financier, a adressé 3 recommandations qui ont toutes été acceptées. Il s'agit, entre autres, de renforcer la primauté du droit dans tout le pays en soutenant la présence des forces de sécurité nationales formées aux droits de l'homme et contrer la présence des milices d'autodéfense. Mettre une stratégie pour assurer la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes. Abroger toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes contenues dans le Code des personnes et de la famille. Et ces organisations de la société civile réunies ici mènent la réflexion pour élaborer un plan d'action de suivi de ces recommandations. Voilà, et sachez que ce soir autour de 21h sur la RTB, vous pourrez suivre un reportage complet sur le passage du Burkina Faso à l'examen périodique universel le 7 mai dernier à Genève. L'ONG Save Children s'intéresse à la mesure de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Elle a mené une étude sur la mise en œuvre de cette mesure dans les régions du centre-nord et du Sahel. L'objectif était d'identifier les défis à relever dans la mise en œuvre de la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Amadou Ilboudo, Iniwalko Janine Kambiri.
C'est à travers une étude intitulée « Recherche sur la mise en œuvre et les effets de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les régions du Centre-Nord et du Sahel » que l'ONG Save the Children fait le bilan de la mise en œuvre de la mesure de gratuité entrée en vigueur depuis le 2 avril 2016. La gratuité des soins est une réalité aujourd'hui au Burkina et on peut s'enorgueillir de cela. Hein? Et on voudrait que le gouvernement continue de soutenir les actions, de prendre des décisions fortes pour soutenir toujours les actions des différentes ONG. L'étude qui fait l'objet de restitution a été menée d'avril 2017 à avril 2018, soit une année entière. Elle a pris en compte les données du Système national d'information sanitaire de 243 CSPS issus de 10 districts sanitaires des régions du Centre-Nord et du Sahel. C'est une région où la situation épidémiologique n'est pas facile. Les populations, en termes d'accès aux soins de santé, également, ce n'est pas facile. Avec la mise en œuvre de cette gratuité des soins, donc les populations facilement ont accès. À l'issue de la présente rencontre de restitution, l'ONG Save the Children entend produire des éléments concrets sur les avancées et les défis rencontrés dans la mise en œuvre de cette mesure de gratuité. Le but est de convaincre les décideurs à la renforcer et à l'élargir à d'autres couches vulnérables. Actualité à l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'ampleur de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Un basculement épidémiologique n'est pas à écarter selon l'OMS. La situation est aggravée par une certaine croyance qui empêche le bon déroulement de la campagne de vaccination lancée lundi dernier. Alors que les autorités congolaises ont lancé en début de semaine une campagne de vaccination contre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé dit craindre un prochain basculement épidémiologique. Peter Salama est le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS. J'ai expliqué hier que d'un point de vue de la réponse épidémiologique, nous sommes sur le fil du rasoir. On va savoir dans les prochaines semaines si cette flambée va s'étendre à d'autres régions ou si nous sommes en mesure de la contenir. Depuis le 8 mai, le bilan fait état de 27 tués et 51 cas confirmés aux suspects. Le vaccin expérimental de l'OMS est destiné dans un premier temps au personnel de santé et aux parents des malades. La campagne de vaccination est rendue difficile par la croyance très répandue que le virus Ebola relève de la sorcellerie. La rencontre tant attendue entre les présidents américains et nord-coréens pourrait ne pas se tenir le 12 juin prochain comme prévu. La raison, les opérations militaires entre Washington et Séoul ne sont pas du goût de Pyongyang. Pourtant, l'avenir de la péninsule coréenne dépend de cette rencontre selon Donald Trump qui a reçu son homologue sud-coréen. Le sommet États-Unis-Corée du Nord pourrait bien être reporté, admet Donald Trump, alors qu'il recevait mardi son homologue sud-coréen. La rencontre, très attendue, prévue pour le 12 juin, a été remise en question dernièrement par Kim Jong-un. L'homme fort de la Corée du Nord n'a pas apprécié les manœuvres militaires conjointes entre Washington et Séoul, ni les pressions sur son arsenal nucléaire. Nous avançons et nous allons voir ce qui va se passer. Il y a certaines conditions que nous voulons et je pense que nous les obtiendrons. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que cela se fera plus tard. Je dois dire que le sort et l'avenir de la péninsule coréenne dépendent de cette rencontre. Je ferai tous les efforts possibles jusqu'à la fin pour appuyer le succès du prochain sommet États-Unis-Corée du Nord. Pourtant, la Corée du Nord avait montré patte blanche plus tôt dans la journée en invitant sur son sol des journalistes étrangers conviés à assister à la destruction d'un site d'essai nucléaire. Mais Pyongyang ne semble pas prêt à baisser la garde trop vite et a même annulé récemment des discussions majeures avec Séoul. Pour le président américain, aucun doute, l'ombre de la Chine plane au-dessus du revirement nord-coréen. L'attitude de Kim Jong-un aurait évolué, selon Donald Trump, après plusieurs visites récentes du leader nord-coréen à Pékin. Retour au Burkina Faso pour voir l'actualité traitée dans la presse écrite. Un seul sujet a retenu l'attention des quotidiens de ce 23 mai. Il s'agit bien sûr de l'opération antiterroriste au quartier Rayongo de Ouagadougou. La revue de presse est signée Zoubavier David Dabiri. Le démantèlement d'un réseau de terroristes à Rayongo dans la périphérie est de Ouagadougou fait le chou gras des quotidiens du jour.
Le journal Aujourd'hui au Faso revient sur les péripéties d'une matinée chaude et meurtrière à Ouagadougou. C'est aux environs de 1h du matin, précise le Canard, que les hommes du commandant Ivrard Somda tombent à bras raccourcis sur cette villa jumelée aux couleurs d'amour, mais qui cachait des vipères vénéneuses. Malgré l'effet de surprise, les hommes de peu de foi qui étaient tirés dans ce cossu refuge ont riposté comme de beaux diables qu'ils sont. Après 7 heures de combat, ils rendront finalement les armes. Le bilan, lui, est sans appel, s'exclame l'observateur Palga. 3 assaillants abattus, 1 capturé, 6 blessés, une trentaine d'interpellations et un gendarme décédé des suites de blessures après évacuation. Et justement, le quotidien Le Pays dresse le portrait de l'infortuné maréchal de logis en chef du nord de François de Sal-Ouedraogo, à peine âgé de 28 ans et qui rejoint le panthéon des héros de la nation burkinabé après avoir accompli son devoir. Le journal cite également un communiqué émanant des services de gendarmerie selon lequel un important lot de matériel militaire composé d'armes de guerre, de tenues militaires des armées françaises et burkinabé et des téléphones portables retrouvés sur les lieux. Mais au-delà des éléments factuels de cette scène de guerre, que retenir? L'observateur Palga dans ses colonnes salue une intervention préventive qui a certainement permis de tuer dans l'œuf un projet d'attaque terroriste qui aurait pu être particulièrement sanglant à en juger la nature de l'arsenal retrouvé dans le repère des renégats. Et le journal d'ironiser, une fois n'est pas coutume, avant qu'il ne passe à l'action, on a terrorisé les terroristes. Un sentiment partagé par le journal Le Pays qui appelle chaque Burkinabé, à quelque niveau qu'il soit, à se sentir concerné par la lutte contre le terrorisme, car c'est ensemble que nous pourrons vaincre le mal, conclut le journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTB.